Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un auteur très spécial, car il mettait souvent à mal les facultés de déduction de notre chère Agatha Christie. Car oui, elle disait de lui « Je me fais presque toujours avoir avec ces histoires ». Cette nouvelle policière fait partie du genre mystère en chambre close, et cela promet bien des choses. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. L'histoire s'intitule L'ombre du malin. C'était une pièce qui incitait à la réflexion, et la fumée de tabac dessinait un halo autour de la lampe. Les deux hommes qui s'y trouvaient étaient plongés dans leurs pensées. Mais ce n'était pas le seul point de ressemblance. L'un comme l'autre avait le visage soucieux de ceux qui prennent trop à cœur les affaires d'autrui. Sir John Lundervorne venait de ce secteur imprécis de Londres connu sous le nom de Whitehall, et il était peut-être le seul homme de la cité à avoir pu diriger Scotland Yard. M. Henry Bencolin, par contre, n'était que l'un des 86 préfets de police que comptait la France, mais certainement pas l'un des moindres. Le brouillard avait rendu à Londres son visage moyenâgeux, composé d'un mélange de tours, de bruits de pas et de silhouettes indistinctes. Il estompait les fenêtres de la pièce de Fountain Court, coulisses paisibles de Fleet Street, où se promenaient parfois des avocats à la démarche de fantômes, en perruque, moulinant l'air de leur canne comme d'une épée. Dans le salon, les deux hommes, assis face à face, leurs plastrons blancs pareillement tendus, fumaient le cigare, cachés chacun derrière leur barbe, noire pour Bencolin et grise comme la cendre de son cigare pour Lundervorne. Les voir ainsi donnait une curieuse impression. On aurait dit le portrait du même détective, le premier à 30 ans, le second à 60. Le regard était sombre. « Si vous me racontez votre histoire, dit Sir John, il vous faudra aussi raconter à Billy Garrick, parce que nous sommes allés dans son appartement et qu'il viendra nous rejoindre tout à l'heure. Mais cela ne portera pas à conséquence. Il était également présent hier au soir. » Bencolin acquiesça, puis parla d'une voix lasse. « Je sais, mon ami, il va de soi que je vous ai téléphoné officieusement. Cette affaire ne me concerne pas d'une manière officielle. Bien. La nuit dernière, près de Worksop, dans le Nottinghamshire, M. Jules Fragno a été assassiné. C'est la raison pour laquelle je voulais vous rencontrer. Alors, déclara l'Anglais, je vais vous faire un récit qui ne vous intéressera pas, sauf si vous croyez à la sorcellerie. Parce que, figurez-vous, le seul homme qui aurait pu tuer Fragno est passé à travers des volets fermés. Par le diable! Le rapport ne ment donc pas, s'exclama Bencolin. Non, il est fantastique, mais vrai. J'ai vu Cyril Merton pénétrer dans une pièce qui n'avait qu'une porte, et celle-ci était verrouillée sous ma surveillance. La pièce comportait une seule fenêtre, munie de barreaux et de volets cadenassés. Il n'y avait pas de cheminée, ni aucune issue secrète, et les murs étaient en pierre. C'est exactement ceci, une véritable boîte de pierre. Pourtant, je vous affirme que Merton y est entré, et qu'il s'est volatilisé. Lord Brandon et Garrick, qui étaient avec moi lorsque nous avons fouillé les lieux, aussi bien avant qu'après la disparition, pourront confirmer ma déclaration. Ensuite, s'est produite une chose plus bizarre encore, car il ne fait aucun doute que Merton a tué Fragno, et qu'il a failli commettre un second crime, à l'heure même où il s'est évanoui en fumée devant mes yeux. Mon cher monsieur, c'est ce que j'appelle de la sorcellerie, ajouta-t-il d'un air méditatif. Je suis sain d'esprit, du moins c'est ce qu'il me semble. Monsieur Bencolin se leva. Le brouillard s'était infiltré dans le salon et se mélangeait à la fumée du tabac. Le Français frissonna. Il paraissait petit et contracté, en même temps que très fatigué, le cigare aux lèvres comme une excroissance ridicule. Il se mit à marcher de long en large. « Mon ami, je suis battu » s'écria-t-il avec violence. « Bon sang, je suis battu. Je croyais avoir eu mon compte d'énigmes insolubles, mais à moins que nous puissions prouver qu'il s'est transformé en fantôme, pour la 3e fois avant de s'introduire dans une maison verrouillée de toutes parts, un pauvre diable du nom de Fulk sera accusé de meurtre. Il est évident que tous ces événements sont liés. Racontez-moi toute l'histoire, je vous prie. » Sir John s'enfonça dans son fauteuil. Son visage était crispé par la consternation. « Très bien. Ouvrons d'abord une parenthèse sur Merton. Donnez-lui une perruque et une épée, et vous aurez un aventurier du XVIIe siècle. Mais il faudra lui fournir la perruque.
car bien qu'il soit de grande taille et d'un charme quelque peu étrange, avec ses traits fins et son teint lumineux, qui laisse transparaître la plus petite émotion comme s'il était de verre, l'homme a le crâne rasé. Il avait fait ses études en Allemagne avant de devenir comédien, et sa nature querelleuse l'avait conduit à se battre en duel au sabre. Il en a gardé des cicatrices tellement hideuses sur la tête qu'une chevelure l'aurait déparé encore plus. Aussi conserve-t-il le crâne rasé, strié de lignes blanchâtres. Mais la beauté de son visage, encadrée d'une courte barbe sombre, lui évite de paraître ridicule. Il a été notre plus grand acteur. Si vous l'avez vu jouer dans une de nos vieilles pièces romanesques, vous connaissez l'âme médiévale de cet homme. Il pouvait entrer dans la peau de n'importe quel personnage. C'était là son génie. La sorcellerie et les arts de la mort sont ses passe-temps favoris, et à cet effet il s'est constitué une bibliothèque remplie de livres oubliés. Les ouvrages d'Hermès l'Égyptien, de Lilius, de Gerbert, de James Stuart, de Cotton Mather. Il n'en manque pas un seul. Il est d'un temps où l'on brûlait ces gens-là. Cela explique pourquoi il a acheté cette demeure. Bell House est située sur un terrain qui fit jadis partie de la forêt de Sherwood, à environ 50 kilomètres de l'endroit où habitait Fragno. Bell House. Vous pouvez apercevoir la tour de la cloche qui dépasse le faîte des arbres, avec une colline recouverte de bouleaux argentés que le vent agite, et où se reflète la lune. La maison fut construite à l'époque où Guillaume le Conquérant et le fracas de ses glaives plongeaient l'Angleterre dans les ténèbres, et les couloirs retentissent encore du cliquetis des chaînes des revenants. C'était un siècle rude et féroce. L'Église et le diable effrayaient les gens à leur en faire perdre l'âme. Les chevaliers en armure, au visage ensanglanté, perpétraient les pires massacres, l'antichambre de la terreur. Tenez, les douves qui entourent Bell House sont profondes de 6 mètres. Il faut que je vous parle d'un dîner qu'a offert Cyril Merton. Imaginez la grande salle de réception, avec ses fenêtres en ogive et ses vitraux éclairés par la lumière des chandelles, les plastrons blancs, la fumée des cigares et les dents qui brillaient lorsque les invités riaient. Il y a des images qui vous frappent dans un endroit pareil. Par exemple, je me souviens de cette scène après le repas, entre Billy Garrick et Madeleine. Peut-être parce que Madeleine est ma fille. Sur l'escalier et sur les portraits, dans la clarté des chandeliers. L'un comme l'autre sont beaux et blonds, comme les anciens Saxons. Il lui embrassa la main. Ce fut de sa part un geste absurde, mais le lieu s'y prêtait. Ils s'aiment, voilà pourquoi je manifeste un intérêt tout particulier à Garrick. Je me faisais du souci pour lui, ce soir-là. Billy est le neveu de Jules Fragno, et comme le vieillard s'était montré plus qu'un père pour lui, et l'avait désigné pour héritier, les ennemis de Fragno étaient devenus les siens. C'est la raison pour laquelle Merton, qui poursuivait Fragno d'une haine maladive, ne s'était jamais entendu avec le garçon. Il avait été contraint de l'inviter parce que Billy était mon hôte et que j'étais moi-même un voisin proche. Réciproquement, Billy s'était trouvé dans l'obligation d'accepter. Toute la soirée, je me suis senti mal à l'aise. La réunion s'est terminée par une violente et stupide altercation dans le fumoir. Les hommes étaient rassemblés autour du feu, dans la grande cheminée décorée de trophées de chasse, des têtes de cerf et autres. Billy, qui venait de quitter Madeleine, arborait un air de triomphe. Il fumait des cigarettes et se moquait de Merton, qui dissertait sur son cheval de bataille favori, la magie au Moyen-Âge avec Lord Brandon et M. Julian Arbor. Merton était appuyé contre le manteau de la cheminée, la barbe noire, le crâne rasé, et le sourire de circonstance réservé aux discussions enfiévrées. « Je vous entretenais donc, disait Merton, du livre de Gersault de Brilliers, publié à Paris en 1697, Conte du diable, portant en sous-titre « Avec l'histoire de l'homme qui savait s'évanouir ». L'un des récits parle d'un homme qui s'est fait enfermer dans une pièce verrouillée avant de disparaître. De Brilliers explique ce prodige par la sorcellerie, ce qui est possible, mais il s'agit d'une sorte de sorcellerie qui peut parfaitement se pratiquer. M. Julian Arbor protesta. C'est un curieux gentilhomme anglais qui ne refuse jamais d'aider les gens qui sont dans une situation financière critique, contre un intérêt très substantiel. Une forme polissée d'usure. Le personnage est d'un abord affable, mais il a la dureté d'une pierre tombale. « Mon cher ami, intervint-il gentiment. « Foutaise, l'interrompit Billy Garrick. Foutaise, Merton.
C'était une soirée typique entre des propriétaires terriens qui ont toujours l'air d'avoir trop mangé. Chauve, le teint fleuri, employant un style aussi pompeux que celui de William Pitt, père, Lord Brandon en est un digne exemple. Ce que vous affirmez, monsieur, m'apparaît comme un énorme ramassis de bêtises, fit remarquer Lord Brandon qui se dandinait vers l'âtre en agitant les bras. Cela s'est néanmoins produit et pourra se reproduire, répliqua l'acteur. Écoutez, Merton, s'indigna Billy. D'ordinaire, vous le prenez de si haut que personne n'ose vous contredire. Mais votre superbe complexe de supériorité commence sérieusement à me fatiguer. Si vous restez là à nous casser les oreilles... C'est réalisable, reprit tranquillement Merton. Je peux le démontrer. Il aimait à se donner en spectacle devant un public, et considérant son cigare avec un sourire, il jouissait de la consternation qu'il suscitait parmi ce groupe de châtelains. Vous voulez dire, Merton, que vous pouvez vous faire enfermer dans une chambre close, véritablement close, et disparaître? Demanda Julian Arbor. Par une porte dérobée, lança Billy. Il n'existe pas de porte dérobée. Je prétends que je suis capable de m'enfuir d'une pièce au mur de pierre, dans ce château, après que vous aurez verrouillé porte et fenêtre, ni plus ni moins. Foutaise, répéta Billy. Dis donc, s'écria Merton, si vous voulez mon opinion, celle de votre hôte, votre langage est impertinent et grossier. Et si je puis vous donner la mienne, rétorqua Billy, votre discours n'est qu'un tissu d'ânerie. Merton était furieux, son visage de verre brillait comme le feu. Pour l'instant, laissons notre comportement de charretier de côté. On en reparlera plus tard. Garrick, accepteriez-vous de parier 1000 livres avec moi que je ne saurais accomplir ce que je me propose de faire? Allons, allons, ne soyez pas stupide, s'exclama Julian Arbor en se tournant vers Billy. Vous n'y pensez pas, Merton. Je me refuse à permettre. En quoi cela vous concerne-t-il? Demanda Billy, en colère lui aussi. Restez en dehors de ceci, monsieur. Merton, je serais très content de vous voir vous ridiculiser. J'accepte. Si monsieur Merton m'y autorise, je tiens également le pari, déclara Lord Brandon. Messieurs, y a-t-il d'autres candidats? Dit Merton en éclatant de rire. Sir John s'arrêta. Ben Collins s'était assis et le regardait intensément. L'Anglais alluma un autre cigare avant de reprendre la parole. Eh bien, la chose semblait fantastique, mais c'en était décidé. Seul M. Julian Arbor n'est pas resté pour assister à la suite de l'expérience. Il a déclaré qu'il lui fallait attraper le train de nuit pour Londres, et il nous a quittés précipitamment. Pour Londres? S'étonna Ben Collins. Londres? Mais pardonnez-moi, continuez. On aurait dit un glapissement plutôt qu'une exclamation. Sir John sourit. J'ai été surpris, je l'avoue, mais j'avais d'autres problèmes en tête. Merton poursuivait son numéro plein d'une grâce toute théâtrale. Il fallut informer ces dames, qui suspectaient quelques mauvaises plaisanteries, mais insistaient pour nous accompagner. Et pourtant, les grandes salles, l'étrangeté surnaturelle de l'endroit, leur mettaient les nerfs à vif. Madeline, par contre, y trouvait un réel plaisir. Les commentaires fusèrent, puis se ralentirent, avant de mourir petit à petit, comme le son d'un phonographe que l'on aurait oublié de remonter. Tout était préférable au bruit si peu naturel de toutes ces voix. Merton nous emmena à l'étage en procession solennelle, à la lueur des chandelles. Ce château était trop grand pour nous, et la lune trop lointaine, elle nous poursuivait au détour de chaque pièce, nous épiant à travers les carreaux. À un moment donné, Merton s'immobilisa près d'une fenêtre, et son profil se découpa sur fond de lune. Soudain, son visage jaillit de l'obscurité lorsqu'il alluma une cigarette à la flamme d'une bougie, avant de se fondre à nouveau dans le néant. Sa silhouette se déforma comme celle d'un danseur. Il nous conduisit jusqu'à une chambre immense, presque sans mobilier, de sorte que l'on voyait seulement la lueur des chandelles vaciller sous les mentons des personnes présentes. À son extrémité la plus éloignée se trouvait une porte qu'il ouvrit. Elle donnait sur un escalier aux parois de pierre, avec à son sommet une seconde porte. Sur le seuil, Merton s'arrêta, une espèce de lumière bleuâtre derrière lui. « Voici la pièce en question, dit-il. Je préférerais que ces dames n'entrent pas. Avancez, Lord Brandon et Sir John. Vous aussi, Garrick, et examinez-la. Après que j'y aurai pénétré, vous verrouillerez de l'extérieur la porte au bas de l'escalier, et vous la surveillerez.
Assurez-vous en premier lieu que cet escalier ne dispose pas d'une autre sortie. » Quelqu'un se mit à rire nerveusement. Merton termina sa cigarette, pendant que nous montions les marches. Puis... « Un instant, l'interrompit Ben Colin. S'il vous plaît, ne décrivez pas la pièce. J'irai la visiter et je me forgerai ma propre opinion. Trop de détails pourraient m'induire en erreur. Une chose cependant. Y avait-il un lavabo? Les paupières lourdes de Sir John se relevèrent à la vitesse de l'éclair. En effet. Pourquoi me demandez-vous cela? C'était d'ailleurs un objet insolite à cet endroit. Poursuivez, mon ami. Nous dirons donc que la chambre était vaste et étrange. Garrick, Lord Brandon et moi-même en l'avons inspectée jusqu'au plus petit recoin. Vide. La fenêtre percée dans le mur était protégée de solides barreaux. Nous avons fermé et cadenassé les volets, puis nous nous sommes déclarés satisfaits. Cependant, Lord Brandon, le visage rouge, restait perplexe. Au moment de sortir, Merton nous a rappelés. Il se tenait près de la table, dans la clarté d'une lampe de verre bleu, et seule sa main blafarde émergeait des ténèbres, jouant avec une petite figurine en ébène représentant un bouc. Garrick, aussi grand et menaçant que lui, lança. « Quoi encore? »« Lord Brandon, » répondit Merton, en l'ignorant. « Ce que je fais est dangereux. Si je commets une erreur, si vous avez la moindre raison de le penser, au bout de 15 minutes, revenez ici. Jurez-le-moi. » Brandon promit. « Attendez, dit le Français. Avez-vous regardé dans les tiroirs de la table? » « Mon cher ami, répliqua Sir John irrité, un homme ne se cache pas dans un tiroir. »« Bien entendu. Et alors? » « La dernière chose dont je me souvienne, c'est Merton debout près de la table, faisant tourner la minuscule figurine du bouc dans ses doigts. On aurait dit qu'il essayait délibérément d'attirer notre attention sur cette image. C'était le cas. Peut-être cherchait-il à vous fournir un indice. « Allons, que voulez-vous dire? »« Je ne sais pas. Cela me paraît curieux. Avez-vous descendu l'escalier? » En effet, j'ai fermé la porte du bas à clé, puis l'expérience a commencé. Nous nous sommes aperçus que nous avions oublié toutes nos chandelles, sauf 2, dans la pièce de Merton. Et nous nous sommes tous retrouvés là, à moitié morts de frayeur, tâtonnant dans cet abîme à la lumière tremblotante des bougies qui distordaient nos silhouettes. Je portais une des chandelles, et je l'ai inclinée vers ma montre. 15 minutes. Un temps interminable. Et les femmes papotaient sans discontinuer. Mais je n'ai pas perdu la porte de vue, tout comme Lord Brandon, qui était debout face à elle. Quelque part dans la demeure, un bruit de pas précipités se fit entendre, suivi plus tard par un gargouillis d'eau qui coule. Finalement se produisit l'événement qui eut raison de nos nerfs, comme si un inconnu nous avait bondi dessus dans l'obscurité. Il y eut une explosion, le vacarme terrifiant d'un pistolet qui résonne à l'intérieur d'une pièce. Brandon et les autres se seraient jetés sur la porte, même si aucun d'entre nous n'avait hurlé « c'est l'heure ». Le cri se perdit dans le grincement du verrou et le claquement des pieds dans l'escalier. Mais je suis resté en arrière pour m'assurer que personne ne cherchait à s'enfuir en se faufilant parmi ceux qui entraient. J'ai grimpé lentement l'escalier, inspectant les marches, et j'ai rejoint le groupe à la porte lorsque je fus certain qu'aucun être humain n'était sorti. Brusquement, Sir John écrasa son poing sur l'accoudoir du fauteuil. Merton avait disparu. Pendant que les autres montaient la garde, Brandon, Garrick et moi avons fouillé toute la pièce. Nous étions pris d'une espèce de frénésie. Les volets étaient fermés et les barreaux aux fenêtres intacts. Détail supplémentaire, ils étaient même recouverts d'une couche de poussière, mais pas de Merton, ni d'issue dérobée. On avait fait feu dans cette chambre, car des relents de poudre flottaient encore dans l'atmosphère. Pourtant, nous ne trouvions pas d'armes. La lampe de verre brûlait toujours sans éclat, attirant nos regards comme un creuset, avec quelques volutes de fumée suspendues au-dessus d'elle, comme des mains qui battaient l'air. En dépit de cela, je suis sûr qu'avant notre arrivée, personne n'avait franchi cette porte, que ce soit pour sortir ou pour entrer. Et comme le prouvèrent les événements ultérieurs, Sir John ne disait que l'absolue vérité. La lumière de la lampe avait transformé la fumée qui s'était épaissie en brume jaunâtre. Ben Colin et Sir John avaient l'air étrangement surnaturel. Ben Colin dit
Mon ami, votre témoignage ferait rire un tribunal. Nous ne pouvons rien prouver contre cet homme. Vu les circonstances de la mort de Fragno, uniquement Fulk ou moi-même et les seuls autres occupants de la maison aurions eu la possibilité de le tuer. Fragno a été poignardé aux environs de minuit, la nuit dernière. Merton a disparu à 10 heures, ce qui lui laissait largement le temps de parcourir 50 kilomètres en automobile. Il n'y a rien de plus discret qu'un conducteur au volant de sa voiture dans l'obscurité. Or, vers 0h15 à peu près, je vous ai téléphoné à votre domicile, parce que je savais que vous habitiez à proximité de chez Merton. Ce ne fut pas l'œuvre d'un cambrioleur, car rien n'a été volé chez Fragno. La seule personne qui aurait pu éventuellement l'assassiner, c'était Merton, et j'ai voulu immédiatement vérifier où il se trouvait. J'ai pensé qu'il serait exclu que ses serviteurs mentent sur ses faits et gestes si je me mettais en contact avec vous. Votre maître d'hôtel m'a déclaré que vous étiez encore chez Merton. J'ai laissé un message vous demandant d'appeler. À minuit 15, l'interrompit l'anglais. Madeleine, Garrick et moi-même étions sur le point de rentrer à la maison. Entre-temps, Merton ne s'était toujours pas manifesté. Une question se posait. Si nous jouions une farce, pourquoi ne revenait-il pas? Nous avons attendu 2 heures avant de tranquilliser les serviteurs et de partir. Mais aux environs d'1h30, Merton refit son apparition. Nous rattacherons plus tard cet événement au récit. Parlez-moi de Fragno. Mon ami, c'est tout simple. Il n'y a pas d'histoire à raconter. Vous connaissez Fragno. L'astronomie était son passe-temps favori. Je ne dirais pas astrologie, puisque c'est à ce propos qu'est née la querelle entre Merton et Fragno. Chaque fois que j'ai visité sa demeure, il m'a montré un nouveau système pour éloigner les cambrioleurs. Sur le toit, il avait fait installer un grand dôme de verre qui lui servait d'observatoire. Mais en raison de sa peur panique des intrus, une barrière métallique haute de 3 mètres et électrifiée entourait toute la terrasse découverte. La maison étant petite, chaque fenêtre possédait un mécanisme individuel de protection, et sur chacune des 2 portes était posée une serrure dont il était impossible de prendre l'empreinte. C'était une véritable forteresse. Fulk, un grand gaillard maladroit, aux cheveux roux, était son nouveau domestique. Je me souviens lorsque je suis arrivé de son visage inexpressif, la chevelure ramenée sur le côté comme une perruque laquée, et du dôme de lumière blanche avec l'ombre ondoyante de Fragno qui se découpait, inquiétant sur le ciel obscur. Des faits maintenant. À 11 heures, Fragno fit le tour de la propriété, mit tous ses dispositifs en place et verrouilla toutes les portes. Nous étions en train de bavarder, mais il insista pour aller travailler dans son laboratoire, rituel qu'il accomplissait quotidiennement. Je n'étais guère intéressé, aussi me retirai-je dans ma chambre pour lire. La pièce surplombait l'escalier principal. À minuit, lassé de lire, je montai sur la terrasse afin de convaincre mon hôte de me rejoindre pour partager un dernier cigare. Fragno était assis devant son télescope, un rictus stupide sur les lèvres. Sa poitrine ruisselait de sang, à l'endroit où on l'avait frappé avec un couteau à manche d'os, quelques minutes auparavant. Et il semblait dormir, le visage blême et pointu comme celui d'un bouc, avec l'excroissance jaunâtre qui dépassait de son torse. Je fis venir Fulk, nous fouillâmes la maison. Portes et fenêtres étaient bien fermées. Aucun de nous n'avait entendu entrer qui que ce soit. Calmement, nous redescendîmes, en nous interrogeant l'un l'autre. Puis je donnai 2 coups de téléphone, le premier à la police locale, le second à vous, Sir John. Voilà, c'est tout. Sauf qu'à 00h30, un homme a sonné à la porte et a demandé à voir Fragno. Dès que j'ai appris que Fulk était un nouveau serviteur, ajouta brusquement le Français, j'ai échafaudé une théorie à propos de l'assassinat. Mais à présent, tout se brouille avec ce que vous m'avez dit. À moins que... Il s'interrompit et se mit à sourire. À moins que quoi? À moins que Cyril Merton n'ait été lessivé, si vous me permettez l'expression, pour vous mettre sur la voie. Ben Colin, perdez-vous la tête? Cria l'anglais. Grand Dieu! Un instant, s'il vous plaît. Ce serait vous insulter que de continuer, mon ami. Je pense que le mobile de cette affaire, c'est l'argent. Savez-vous quelle est la personne qui a sonné à la porte, une demi-heure après le meurtre? Monsieur Julian Arbor. Comme la porte s'ouvrit, une bourrasque d'air glacé provenant du couloir s'engouffra dans la pièce. Ben Colin avait gardé la même position. Le corps penché en avant, un coude sur la table, et les doigts crispés en direction de Sir John. On aurait dit 2 hommes perdus dans la tempête.
Une troisième personne, grande et mince, vêtue d'un pardessus, s'avança vers eux. Le nouvel arrivant retira son chapeau, dévoilant un visage luisant comme de la cire, où brillaient des yeux d'un bleu lumineux, et fusilla Ben Colin du regard avec la soudaineté d'une rafale de mitraillette. « Bonsoir, Sir John, » dit-il d'une voix enrouée à cause d'un rhume. « Est-ce bien là le fameux Ben Colin que vous êtes venu voir? Je m'appelle Garrick, monsieur. Les filets sont tendus à travers toute l'Angleterre pour ce satané meurtre. »« Allumez le feu, s'il vous plaît. » Il s'assit en frissonnant et se débarrassa de son manteau. Il avait le bras en écharpe. Je quitte Madeleine à l'instant. Elle pleurait. Un silence lourd s'installa. Puis Sir John se leva avec maladresse et entreprit d'entasser du bois dans l'âtre. « Il n'a pas souffert, fit Ben Colin. Je veux dire... Je suis heureux de l'entendre, répondit le jeune homme en détournant le visage. Mon ami, reprit le Français, avec l'aide de Dieu, nous retrouverons Merton. Il s'arrêta, mais ses paroles avaient résonné comme un serment. Puis il regarda le bras de Garrick. La seconde victime? Quand a-t-il été attaqué? Il pouvait être 1h30, monsieur. La chose est par trop incroyable. Êtes-vous sûr que Merton soit un homme? Du calme, lui conseilla Sir John. Eh bien, j'étais allé au lit. Le clair de lune teintait les murs de la chambre d'une lumière dure et froide comme du verre. J'étais exaspéré à cause de Merton. Je commençais à m'assoupir lorsque j'ai entendu quelqu'un crier. Sir John s'immobilisa, une allumette enflammée entre les doigts. « Je me tenais à une fenêtre de l'autre côté de la cour, » intervint Sir John. « Dans ma chambre, impossible de fermer l'œil. Puis j'ai aperçu une ombre qui bougeait. La lune se reflétait sur un crâne d'une blancheur parfaite. Quelque chose s'est mis à gravir le lierre en direction du second étage. Lorsque je me suis rendu compte où elle se dirigeait, j'ai compris de qui il s'agissait. Je n'ai pas pu m'empêcher de hurler pour avertir Garrick. « Cela m'a sauvé la vie, » déclara calmement ce dernier. Quand je me suis dressé sur mon lit, une silhouette surgit par-dessus le rebord de la fenêtre et j'ai vu une tête blanche. Ensuite, ajouta-t-il précipitamment, la forme a bondi sur moi comme un bouc. Tout est devenu noir lorsqu'elle m'a atteint. J'ai senti les draps qui s'entremêlaient et une douleur fulgurante au bras qui m'a aveuglé et m'a donné la nausée comme l'éther. Mon bras a commencé à me cuire, mais je me suis défendu. Il a réussi à s'échapper, je ne sais comment. Sir John, êtes-vous absolument certain que personne n'a franchi la porte? J'en jurerai, mais écoutez Ben Colin. Voici l'ultime énigme, celle qui couronne le tout. Après avoir crié, je suis sorti de ma chambre en courant, dans le couloir principal. Je suis tombé sur Dorset, le maître d'hôtel qui avait pris votre message. Sans entrer dans les détails, je lui ai dit de se précipiter à l'extérieur et d'arrêter quiconque tenterait de fuir par une fenêtre. Comprenez-vous, si nous nous dépêchions, Merton était déjà pris au piège. Des portes s'ouvrirent avec fracas dans la maison, des lumières s'allumèrent, et lorsque je suis arrivé devant la chambre de Garrick, les lampes du corridor brillaient de tout leur feu. De derrière sa porte me parvenaient des sifflements et le bruit sourd d'une lutte. Une chaise éclata sur le sol et quelqu'un se mit à courir. Le verrou était tiré, mais le bois était mince. Je cognai contre le battant jusqu'à ce que la serrure cédât. Billy se rua presque dans mes bras, et une ombre le précéda dans sa course. Je tournai l'interrupteur, et l'espace d'un instant, la scène se figea, hideuse et nette, comme dans un musée de cire. Billy, pâle et décomposé, se détachait sur un carré de lumière de lune grisâtre, un pan de drap traînant derrière lui, le bras dégoulinant de sang comme animé d'une vie propre. L'intrus avait disparu. Nous fouillâmes la pièce avant de faire venir Dorset. Il répondit que personne n'était sorti par la fenêtre. « Il se dirigeait vers la porte, » s'écria Garrick avec agitation. « C'est alors que vous l'avez ouverte devant moi. Et pourtant je l'avais touchée un instant auparavant. » Ben Colin s'assit et se reprit la tête à deux mains. Sir John était debout près de l'âtre, immobile avec une allumette racornie entre les doigts. Le brouillard s'était insinué dans la chambre et avait tout obscurci, hormis l'éclat de la lampe. Ben Colin n'avait pas dormi depuis 24 heures. Si l'homme qui avait prêté une oreille attentive aux propos étonnants de Sir John et de Billy Garrick était la veille tiré à 4 épingles, le lendemain ce fut une sorte d'apparition qui arpenta les couloirs de Bell House, avec son visage mal rasé et son chapeau cabossé, posé sur le crâne comme un casque. Il ressemblait à l'image qu'on pouvait se faire d'un Wisigoth. Très tôt le matin, on avait vu son profil se découper sur le ciel rouge, parmi les lambeaux de nuages,
au bord des douves dont il explorait la vase de la pointe de sa canne. Ce n'était plus là la joyeuse Angleterre, celle de Robin des Bois avec ses feuillages pourpres et ses oies au plumage gris. Elle avait retrouvé la dureté de l'époque du conquérant, et le travail qui occupait à présent les policiers sous la direction de Ben Collin était plus rude encore. En cette matinée de novembre, il pataugeait dans l'eau glacée des douves. Lorsqu'au bout d'un moment, il pénétra dans la grande demeure silencieuse, il ne restait que quelques serviteurs pour répondre à ses questions. Leur maître n'était pas revenu, et cependant ils craignaient tous de partir. Tandis qu'il explorait jusqu'au plus petit recoin poussiéreux, il entendit leur pas lourd et solennel. Finalement, il monta à l'étage dans la chambre de la tour. Ce fut là que, dans l'après-midi, ceux qui l'avaient convoqué le rejoignirent. Le soleil de ce début de soirée dardait sur les murs ses rayons d'un rose sinistre, comme un projecteur fixé dans l'embrasure de la fenêtre, s'attardant sur un placard fermé que Ben Collin avait examiné, sans résultat, plus tôt dans la journée. Au centre de la pièce se dressait une table, avec, posée dessus, la minuscule statuette du bouc, dont l'astre du jour projetait l'ombre monstrueuse sur la porte du placard. Lorsque Sir John entra, il ne vit que ces raies de lumière au milieu des ténèbres, au-delà desquelles rougeoyait l'éternel cigare de Ben Collin. L'Anglais frissonna en se tapotant la barbe. « C'est vous, Ben Collin ?» demanda-t-il. « Brrr, quel endroit! Pouvons-nous venir ?»« Je ne saisis pas la raison qui vous a fait nous traîner ici depuis Londres, » protesta une voix derrière lui. « Je vous ai dit tout ce que vous souhaitiez savoir la nuit dernière. » C'était Julian Arbor qui bousculait Sir John pour passer. Bien qu'il semblât en colère, pas un muscle de son gros visage blafard ne remuait. « L'affaire est d'importance, » répliqua Ben Collin. « Voulez-vous vous donner la peine d'entrer, Lord Brandon ? » « Merci. Et Monsieur Garrick ? Qui d'autre est là ? » Il avait les nerfs à fleur de peau, et se pencha brusquement dans la clarté au son d'une autre voix. « Madeleine a insisté, » commença Sir John. « En effet, » déclara Madeleine dans un éclat de rire. Elle paraissait légère. On aurait dit que le moindre souffle de vent risquait de l'emporter. De ses traits se dégageait cette sorte de beauté imparfaite que l'on pouvait qualifier de charme. Toute vêtue de blanc, elle fit un pas en avant. « Ne pourrais-je rester ? Vous nous avez promis une solution et je veux l'entendre. » Sir John lança sèchement le Français. « C'est impossible. »« Je ne partirai pas, » dit Madeleine. « J'ai autant le droit de rester que quiconque. » Ben Collin la toisa du regard. En voyant la mimique du Français, un frisson parcourut les observateurs, et ils savaient pourquoi. Une impression de terreur régnait dans la pièce. « Merton est ici » s'exclama Ben Collin. C'était bien cela, la terreur. Sir John parla le premier d'une voix étouffée et nerveuse. « Sors, Madeleine, je t'en prie. »« Mon Dieu, que dites-vous » ?« Il est ici, » reprit Ben Collin, « dans cette chambre. Lord Brandon, tenez-vous face à cette porte. Les autres, asseyez-vous et ne bougez pas, quoi qu'il arrive. » Dans la demi-obscurité, quelqu'un manqua de trébucher. Ben Collin s'était approché de la fenêtre. Sur la lueur rougeâtre du crépuscule, ils virent se profiler son nez aquilin et la ligne de sa barbe. Le Français était vidé de son énergie. Les épaules voûtées, il fixait le ciel d'un air songeur. « C'est une étrange affaire, » déclara-t-il. « La seule où la victime a fourni un alibi à son assassin. Elle comporte aussi nombre de détails curieux. Il y a par exemple l'apparition de M. Julian Arbor au domicile de Fragno, après le meurtre. »« Un instant, » rétorqua Arbor, en s'avançant en pleine lumière avec son gros visage pâle et résolu. « Je vous ai dit que j'y étais. Je l'ai avoué. Mais qu'est-ce que cela prouve ? Certainement pas que j'ai tué Fragno, si c'est ce que vous pensez, ni que j'ai eu la moindre intention criminelle. »« Bien sûr que non, » répondit Ben Collin. « Je vous demande, au contraire, ce que l'on peut en déduire. » Sans se retourner, il s'empressa d'ajouter. « Et ce que le crâne blanc du rôdeur de minuit met en évidence. » Eh bien qu'il s'agissait de Merton. Sir John le dévisagea d'une façon bizarre. « Vous vous trompez. Le crâne blanc démontre que ce n'était pas Merton. »« Alors vous prétendez que Merton n'a pas tenté de poignarder Garrick ?» s'écria Sir John. « Absolument pas. Merton a effectivement agressé Garrick. Dans ce cas, pourquoi Merton n'est-il pas entré par la fenêtre ? » « Parce qu'il était mort, » dit tranquillement Ben Collin. Le silence se fit, comme après un coup de gong. Ils le regardèrent tous, ébahis, comme s'il était devenu fou et racontait n'importe quoi. «
Vous découvrirez le corps de Merton dans le placard derrière vous, Sir John, continua le Français. Il se retourna et reprit la parole, sans élever la voix, mais celle-ci avait des accents terribles d'un jugement sans appel. Ouvrez le placard, Garrick. Une de vos victimes se trouve à l'intérieur. Garrick resta figé devant Ben Colin, l'air stupide, agitant la main d'un petit geste puéril. Les autres restaient parfaitement immobiles. « Ce matin, nous avons sorti son corps des douves, où vous l'aviez jeté, dit Ben Colin d'un ton monocorde. Ouvrez le placard. Garrick était au bord de l'évanouissement. Il avait les yeux rivés sur ses pieds. Un filet d'eau suintait de dessous la porte. Je ne veux pas, bredouilla-t-il. Écoutez, vous avez tué Fragno. Oui, j'ai tué Fragno. Sa réponse était mécanique. Tout à coup, Sir John s'assit et se prit la tête entre les mains. Faut-il que je leur raconte comment cela s'est passé? Demanda Ben Colin. Non. Je vais le faire néanmoins, Garrick. Vous et Merton deviez de l'argent à Julian Arbor. Tous les deux, vous avez mis au point cette mascarade pour que, suivant votre propre exemple, Lord Brandon et les autres acceptent de parier 5000 livres. L'idée d'un stratagème m'a sauté à l'esprit lorsque j'ai découvert que les contes du diable n'existaient pas. Julian Arbor ne le savait pas, ce qui explique pourquoi il a protesté contre ce pari, où l'un comme l'autre, vous étiez assurés de perdre. Vous êtes de la même taille que Merton, et vous avez la même carrure. Lorsqu'il s'est rendu dans la chambre, il a utilisé les dons d'imitateurs dont Sir John avait fait mention. Il s'est rasé la barbe et a mis la perruque qu'il avait cachée dans le tiroir de la table. Puis il a parachevé son déguisement en appliquant quelques touches de maquillage indécelables à la lueur des chandelles. Ce fut là son trait de génie, souvenez-vous, la lumière des bougies. Seule l'intonation de la voix aurait pu le trahir, mais vous étiez enrhumé, comme aujourd'hui encore, et la tâche fut facile. Après que l'on eut verrouillé l'accès de l'extérieur et que Merton eut achevé ses préparatifs, il est allé jusqu'à l'escalier et a attendu, plaqué contre le mur derrière la porte en bas. En descendant, il a tiré une cartouche à blanc, ce qui ne pouvait qu'inciter les observateurs à se précipiter comme un seul homme pour forcer la porte. Il faisait sombre. Brandon n'avait pas de chandelle et ne voyait donc rien autour de lui, à part la sortie éclairée en haut de l'escalier. En se bousculant pour entrer, les autres n'ont eu que la sensation de corps se frôlant. Merton s'est mêlé à eux et a gravi à nouveau les marches en jouant votre rôle. Vous vous étiez déjà esquivé et vous n'étiez plus dans la maison. Rappelez-vous que Sir John a entendu des bruits de pas et qu'il vous a perdu de vue entre le moment où vous avez quitté la pièce, dans la tour, et celui où il y a pénétré pour la seconde fois en recherchant Merton. Personne ne surveillait les autres portes, hormis celle derrière laquelle Merton s'était barricadé. Vous vous êtes éclipsé à l'insu de tous, et pendant les 3 heures qui ont suivi, Merton s'est substitué à vous. Cependant, vous aviez en tête un mobile plus profond, lorsque vous avez combiné ce plan de connivence avec Merton. Il est évident que, pour vous assurer sa complicité, vous l'avez convaincu qu'il s'agissait simplement de récupérer les sommes pariées par Lord Brandon et de vous les partager. En fait, votre but véritable était le meurtre. Il vous fallait établir un alibi attestant votre présence à Bell House, pendant que vous vous déplaciez jusqu'au domicile de Fragno. Quelle habileté diabolique! Il était inconcevable que l'on pût vous accuser du crime, alors qu'en toute inconscience, Merton avait démontré aux yeux de tous que vous vous trouviez à Bell House au moment où Fragno était assassiné, et vous aviez l'intention de faire accuser Merton à votre place. Ben Colin se retourna vers Sir John. « Réfléchissez, mon ami. Quelle est la seule personne au monde à pouvoir disposer d'une clé donnant accès à la demeure de Fragno? Voyons, mais l'homme en qui ce dernier avait toute confiance, l'homme qui était son héritier, cela ne vous semble-t-il pas logique? Fulk ignorait tout parce qu'il était nouveau dans la maison, et j'ai failli écarter cette possibilité parce que vous, Sir John, aviez juré que Garrick n'avait pas quitté Bell House de toute la soirée. Garrick avait besoin d'argent. En conséquence, s'était-il dit, Fragno devait mourir. Il y gagnait une fortune. Et Merton faisait un coupable tout désigné. Mais comme Merton lui avait forgé son alibi, il fallait qu'il disparaisse à son tour, de crainte que la machination ne soit révélée. Que fait-il? Il s'introduit dans la maison de Fragno, le tue et revient. Entre-temps, Merton, sous le masque de Garrick, est obligé de rentrer en compagnie de Sir John. Il se retire immédiatement dans sa chambre, se glisse par la fenêtre et retourne à Bell House, où il rejoint Garrick pour qu'ils puissent récupérer leurs identités respectives.
avant que la lumière du jour ne détruise l'illusion du maquillage. Garrick le rencontre le long des douves. Ah, ne vous représentez-vous pas la scène? Cette lutte au bord de l'eau, Merton parvenant presque à arracher l'arme à Garrick et le blessant au bras avant d'être poignardé. Puis la mort de Merton, le sac lesté de pierre où l'on enferme le cadavre, la chute au fond de l'eau. Tout est accompli, car si jamais la police fouille Bell House pour trouver Merton vivant, jamais elle ne cherchera Merton mort dans les douves. Garrick, blessé, s'enfuit de Bell House et revient à la résidence de Sir John. Comme il traverse la pelouse, ce dernier l'aperçoit, mais imagine tout naturellement qu'il s'agit de Merton, dont rien ne laisse supposer qu'il est mort. Des cheveux blonds au clair de lune font un excellent crâne chauve. Jugez par vous-même. Garrick entend le cri d'avertissement de Sir John. Il sait qu'il est pris au piège, à moins que... À cet instant, s'écria le Français, quelle idée traverse l'esprit de notre maître en sorcellerie? Eh bien, Sir John ne s'était-il pas figuré que Merton l'attaquait, lui, Garrick? Pourquoi ne pas prétendre que c'était en effet le cas? Sinon, comment expliquer la blessure à son bras? Tout concordait parfaitement. Garrick se déshabille, revêt son pyjama et arrache le pansement, faisant abondamment saigner la plaie. Environ 4 minutes se sont écoulées avant que Sir John ne surgisse dans sa chambre. Garrick simule une bagarre, invente une histoire astucieuse, qui est sa seule chance de ne pas être découvert. Poussé dans ses derniers retranchements, il a mis en scène une nouvelle attaque, que l'on attribuera à Merton. La tension qui régnait dans la pièce avait disparu. Il ne subsistait que les ruines de la tragédie. Mais elle laissait dans la bouche un arrière-goût amer. Harbord et Sir John s'étaient écartés de Garrick. Toute cette mascarade, sophistiquée qui venait d'être démontrée, paraissait aussi minable et artificielle qu'un mauvais numéro de music-hall. On n'avait là qu'un vulgaire criminel. Ben Colin eut un geste de lassitude. « Eh bien, murmura-t-il, ne trouvez-vous pas cela fascinant, ou même ingénieux? Toutes les belles conventions sont bouleversées. Non seulement nous avons déboulonné notre héros, mais il n'y a même pas en lui suffisamment de sens théâtral pour obéir à la logique et se donner la mort. Parce que la réalité est infiniment plus puérile que toutes les histoires qu'elle inspire. Messieurs, vous venez de vivre une allégorie. Qu'en reste-t-il? Et comment expliquez-vous le hasard qui a fait que M. Harbord, irrité par ce stupide pari, ait quitté Bell House pour se rendre chez Fragno afin d'exiger le recouvrement des dettes de son neveu? L'esprit ailleurs, Sir John mit son chapeau. « Eh bien, dit-il sans jeter un regard à Garrick. Brandon ouvrit la porte. Il n'avait pas prononcé un mot. Sur son visage ne se lisait que le mépris. « Vermine, marmonna Julian Harbord, d'un ton incrédule. Un agent était entré dans la pièce et se dirigeait vers Garrick, dont les nerfs avaient complètement lâché. Il s'était laissé glisser sur le sol. Et Ben Colin crut l'entendre gémir une fois. Le Français parla d'une voix douce. Nul parmi nous ne devait s'arroger le droit de se prendre pour le diable. Merton l'a fait parce qu'il était maître de ses apparences, comme Satan qui assistait au sabbat des sorcières sous la forme d'un bouc. C'est pour ça qu'il attirait l'attention sur le bouc. Nous autres gens de la vieille école étions persuadés qu'existaient quelque part la foi, l'honneur et la loyauté. À présent, Sir John, nos rêves sont brisés. Nous avons vu l'autre aspect de la jeunesse. C'est notre dernière illusion, comme le personnage interprété par Merton. Il faisait presque nuit dans la pièce. Tous, à l'exception de Madeleine Landervorn, se tenaient près de la porte. La jeune fille s'était avancée d'un pas ferme et se penchait sur l'homme au sol. Comme elle s'agenouillait, des larmes perlèrent à ses paupières. « Billy, dit-elle, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. » Fin. J'espère que cette histoire vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une autre. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir et merci.